Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Aurélie livre un récit rempli d'émotions et de résilience. Comment gérer l'annonce de la maladie de son fils et comment continuer à garder espoir en la vie quand elle nous arrache son pilier. Comment rebondir après une séparation. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire poignante de cette femme puissante qui force l'admiration. Bonne écoute! Bonjour Aurélie. Bonjour Mélissa. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicafam. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Alors, comme d'habitude, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis donc Aurélie, je suis maman de 2 garçons. Je suis professeure des écoles et je suis aussi danseuse à mes heures perdues. Ok, super. Alors, écoute, on va commencer par le début. À quel moment tu as eu ce désir du premier enfant? Ce désir du premier enfant s'est manifesté très rapidement suite à la rencontre avec mon compagnon. Mais quand on l'a verbalisé, il était déjà trop tard, entre guillemets, parce que j'étais déjà enceinte. L'annonce, la découverte de la grossesse, ça a été extrêmement rapide. En fait, ça a suivi. C'était, je crois, on a dit qu'on voulait un enfant tous les deux, et j'ai su une semaine après que j'étais déjà enceinte, en fait. Ah oui, ça a été hyper rapide. Hyper rapide. Ok. Et comment vous avez accueilli cette nouvelle, du coup? Alors, il faut savoir que mon compagnon et moi, on vivait à distance. Lui, il habitait dans un autre pays, et donc je l'ai appelé en visio pour lui montrer le test de grossesse. Non. Et il était euphorique. Et du coup, il voulait que je le garde et qu'à la prochaine fois qu'on se verrait, qu'il puisse bien voir pour être sûr. Et on était tous les deux euphoriques, on était super contents. Mm-hmm. C'était un moment vraiment génial. Et du coup, alors, comment se passe cette grossesse? Justement, vous étiez à distance. Alors, une fois que je sais que je suis enceinte, c'est bizarre. Je crois le lendemain, je commence à avoir des nausées très très fortes, en fait. J'ai mal au ventre, j'ai l'impression que tout mon corps est en ébullition, en fait. Même mes doigts, j'ai l'impression que le toucher est différent. Je me sens complètement transformée, alors que à ce moment-là, j'ai pas encore de ventre. J'ai pas encore vraiment les manifestations vraiment du poids du ventre, etc. Et donc du coup, le mois d'après, je dois aller rejoindre mon compagnon. Et tout est difficile. Marcher est difficile, prendre l'avion est hyper difficile, prendre le train est hyper difficile. Et j'étais à 2 doigts de renoncer et de lui dire c'est bon, je viens pas, en fait. Et je vais le rejoindre péniblement et je passe ce mois avec lui couché, alors que je suis à peut-être 3 mois de grossesse. Je suis complètement couchée. Les nausées me paralysent. Je passe mes jours à dormir, littéralement, en fait. Ah, c'est si étonnant que ça. Le premier trimestre, c'est finalement le trimestre durant lequel on est très fatigué. Et le pire, c'est que personne ne sait pourquoi on est fatigué, parce qu'on peut pas l'annoncer. En fait, là, à ce moment-là, je suis pas je suis pas chez moi, en fait. Donc, je suis chez mon compagnon qui est à l'étranger, et donc, il y a que lui qui me voit comme ça, et lui, il comprend pas. Enfin, lui, il sait que je suis enceinte, mais il comprend pas. Alors, il travaille très tôt le matin, de 6h à 15h, et du moment où il part
Et du moment où je reviens, de 6h à 15h, je ne fais que dormir. Je ne me lève même pas pour manger. Je dors de 6h à 15h tous les jours. Et quand il arrive, il a envie qu'on sorte, qu'on fasse des choses. Et moi, j'ai juste envie de dormir encore, en fait. Et donc, je passe cette fin de premier trimestre comme ça, en fait, à dormir énormément, à manger peu, à vomir, enfin, voilà. Et une fois qu'on a quitté ce premier trimestre, je recommence à vivre, entre guillemets. On retourne tous les deux en Guadeloupe. Et on commence à s'y faire, en fait. Oui, on va être parents. Et on commence à se poser des questions existentielles, en fait. Oui, on a commencé cette relation à distance, mais est-ce que je lui demande, est-ce qu'il s'imagine être père à distance? Est-ce qu'il s'imagine rater l'accouchement? Est-ce qu'il s'imagine rater les premiers temps de son enfant? Est-ce qu'il s'imagine rater les premiers pas, les premiers instants? Et sa réponse a été immédiatement non. Et il a fait le choix de tout quitter et de venir nous rejoindre. Ça a été très soudain pour moi, en fait, parce que je m'imaginais pas que quelqu'un serait prêt à tout quitter pour changer de vie radicalement, alors que c'était pas prévu. Et en même temps, j'étais heureuse de me dire que je ne serais pas seule à vivre ça, à vivre ces instants, en fait. Et donc, il revient le jour de mon anniversaire. C'était une surprise. Il m'avait jamais dit la date de son retour. Je savais qu'il allait revenir rapidement, mais je ne savais pas la date. Et donc, on commence une vie à deux et demi, puisque là, le ventre est bien présent. Et voilà, en fait, on se prépare à accueillir notre premier bébé. Et est-ce que tu as des appréhensions par rapport à cette nouvelle vie? Je suis pétrie d'angoisse. Panique, parce que je me dis, je ne saurais pas m'occuper de cet enfant-là. Je me demande même est-ce que je vais l'aimer. Je me demande, est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais savoir le nourrir? Est-ce que je vais vouloir l'allaiter? Est-ce que je me pose 10 000 questions? Et à côté de moi, j'ai un compagnon qui est totalement en confiance, totalement serein, totalement ravi de cette nouvelle situation, comme si en fait sa vie commençait, en fait, c'était ce qu'il attendait. Ça me rassure, mais en même temps je suis jalouse parce que je me dis j'aurais bien aimé être plus sereine et je n'arrive pas à me détacher de toutes mes angoisses, en fait. Ta grossesse, comment elle se déroule? Est-ce qu'elle a été angoissante? Oui, pendant tout ce temps je suis angoissée, et en plus moi, je n'arrive pas alors, pourtant, ce bébé est bien dans mon ventre, mais je n'arrive pas à tisser de lien avec lui. Mon compagnon lui parle, lui chante des chansons, lui met de la musique, lui met de la musique sur mon ventre. Il a les mains en permanence sur moi, sur moi, sur mon ventre, sur ce nouveau corps. Il aime tout dans la grossesse. Il aime mes gros seins, mes grosses fesses. Il aime mes grosses joues, il aime tout, en fait. Il a tout aimé du début à la fin. Et moi, je déteste tout, en fait. Je déteste mon corps qui change. Je déteste mes pieds gonflés. Je déteste sentir mon bébé bouger. En fait, c'est incroyablement bizarre, mais j'avais l'impression d'être habitée par un extraterrestre, en fait. Je sens un être. Mon corps est habité. Et je le perçois comme ça, en fait. Et je ne peux pas lui dire, parce que lui, il est euphorique. Et donc, même le fait en fait, j'avais l'impression que mon corps était une espèce de sanctuaire auquel moi-même je n'avais pas accès. Et quand lui, il me touchait, quand lui, il était à fond sur le ventre, en fait, moi, ça m'agaçait. Parce que je me dis, mais en fait, moi, je suis pas bien avec ce truc, et toi, t'es à fond, donc je lui disais pas. T'es pas au même niveau, en fait. Non, pas du tout. J'essayais quand même de me laisser porter par son euphorie et tout, mais j'arrivais pas à rentrer dans le truc, en fait. Et lui, il voyait un peu, parce qu'il me voyait pas toute joyeuse, mais je pense qu'il se disait que ça allait venir avec le temps. Et en fait, plus mon ventre grossit, plus je trouve ça désagréable. Je commence à avoir un symptôme où je sens mes adducteurs écartés tout le temps, comme si je faisais le grand écart en permanence. Je n'ai rien aimé de la grossesse, à part le fait que ça m'ait permis d'avoir mon bébé, en fait. Donc finalement, tu attends qu'une seule chose, c'est la délivrance, vraiment. Et un soir, j'ai une déchirure, et donc j'ai juste une fissure, en fait. Le liquide qui s'est... Donc j'arrive à l'hôpital, on m'explique, on me branche, etc. J'ai des contractions, mais elles sont pas si douloureuses que ça. Donc on me dit on va vous garder la nuit, mais on pense pas que vous allez accoucher tout de suite. Donc à ce moment-là, mon compagnon rentre. Alors c'est très angoissant de savoir que je vais passer cette nuit-là seule, mais c'est pas vraiment seule, puisque j'étais dans une chambre avec quelqu'un.
mais je passe la nuit avec une inconnue. Je crois que j'ai même pas dormi de la nuit. J'ai dû dormir 1 heure, voire 2 heures. Le lendemain matin, je n'attends qu'une chose, que mon compagnon revienne. Et quand il revient, là, je me replonge dans ah oui, je vais accoucher. En fait, tant que je n'imagine pas accoucher sans lui. Donc tant qu'il est pas là, pour moi, il y a pas d'accouchement en fait. Et quand il arrive, donc je recommence à faire mes exercices sur le ballon, à marcher, en fait, à faire des choses pour que finalement cet accouchement arrive. Voilà. Et donc j'arrive à la clinique à 23h le lundi et on est le mardi à midi, il y a rien qui bouge quoi. On contrôle, j'ai pas tellement de contractions, le col n'est pas spécialement ouvert, je crois que je suis à 1 2. Et les heures passent, il y a rien qui se fait en fait, ça bouge pas. Et donc là, on commence à me parler de mettre des mesures en place, de faire des choses. On m'a mis un liquide pour accélérer les choses, pour déclencher les contractions, etc. Il y a pas plus de contractions que ça. On contrôle, est-ce que le bébé, ça va bien pour lui. Et là, il commence à avoir des signes un peu plus inquiétants. De détresse. Voilà, c'est ça. Et du coup, la nouvelle tombe, il faut faire une césarienne. Et moi, en fait, même pendant ma grossesse, je m'étais déjà préparée à toutes les éventualités, en fait, et je me suis dit dès le départ, peu importe comment je vais accoucher, j'aurai accouché, en fait, césarienne, même si forceps, peu importe, dès que j'aurais donné la vie à cet enfant-là, pour moi, c'était un accouchement. Donc, quand on m'a parlé de césarienne, c'était pas une mauvaise nouvelle pour moi, c'était juste un passage. Voilà. T'avais pas projeté un accouchement de parfait, rêve, non, etc. pas du tout. J'étais prête à toutes les éventualités. Et du coup, quand on m'a dit césarienne, je me suis dit, bon, ben, très bien. Limite, je n'aurais pas forcé à pousser à achin. J'aurais mon bébé tout près. Et voilà. Donc présent à la césarienne, le papa, ton compagnon? Non. Ok. Non, il peut pas rentrer dans le bloc. On me dit qu'il peut pas rentrer. Ça me gêne pas tant que ça parce que on m'annonce quand même que dès que j'aurai accouché, il sera avec son papa. Donc en fait, je me dis c'est pas plus mal que ça se passe comme ça en fait. Voilà. Donc on me fait la césarienne et on part avec mon bébé et c'est le chirurgien qui dit à l'infirmière, mais vous lui montrez pas son bébé à cette dame? Et donc voilà. Et donc on me présente ce bébé et c'est pas un bébé qui pleure. Je vois bien qu'il est bien vivant, qu'il est en forme puisqu'il bouge, mais il pleure pas. Et il me regarde un peu limite en coin, tu vois, une espèce de regard. C'est bon, je suis arrivée. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Et du coup, je suis contente quand même de le voir, de voir qu'il va bien, mais il y a pas de lien en fait. Il y a pas de, tu sais, cette espèce de moment, d'émotion. Je le rencontre enfin. Et donc voilà, on me recoue, on m'explique ce qui va se passer et tout. Donc je retourne dans ma chambre et je suis hyper fatiguée. Il y a ma mère, il y a mon père, il y a mes beaux-parents. Tout le monde est euphorique. Ma mère me dit... C'était avant Covid en plus. Donc oui, tout le monde est là. Ah ouais. Et ma mère me dit, oh, il est trop beau. Mon compagnon m'aime, oh, il est magnifique et tout. Et moi, j'ai juste envie de dormir. Donc, ils sont tous là en train de parler et moi, je me sens partie. Hein. J'ai des moments d'absence, des moments où je m'endors et au bout d'un moment, je m'endors en fait. Ce n'est que le lendemain matin vers 6h que je me réveille et que je vois ce petit berceau à côté de moi et avec ma merveille. Et là, enfin, le moment que moi j'attendais et là je tombe littéralement amoureuse de lui. Je me dis il est là quoi. Et c'est concret. Ouais. Et le lien commence à se tisser. J'ai envie de le mettre au sein, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de m'occuper de lui. Je pense que aussi le papa, il était pas là à ce moment-là et ça a permis ça en fait. On était seuls, on était tous les deux. Et donc ensuite il arrive et il me dit alors t'as vu les beaux. En fait, il était angoissé de ne pas voir que j'étais émerveillée par ce bébé et là il est soulagé de voir que enfin c'est bon, elle l'aime et tout. Et donc ça commence comme ça et puis il y a pas eu de choses particulières à la maternité, on lui a donné le bain, il a fait sa visite avec le pédiatre. Et par contre, à la visite, j'étais très angoissée de savoir s'il était vraiment bien, en bonne santé. T'allais bien? Voilà. Et donc, le pédiatre fait son truc. Et à la fin, je lui ai demandé au moins 5 fois, est-ce qu'il va bien? Mais est-ce que vous êtes sûr? Il va bien, il est en forme, il est en bonne santé. Et lui, le pédiatre, il était amusé. Il me dit, mais madame, je vous assure, votre bébé va très bien. C'est un bébé en forme et il va très bien. Donc là, ça me rassure. Et on part... avec, je me rappelle, le siège auto et ce bébé. Alors, mon bébé fait 2,7 kg, donc c'est pas un petit bébé, c'est pas un gros bébé, mais moi je le trouve petit. Je le vois dans ce gros siège tout chétif,
Et je me dis, mais les angoisses reviennent. Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de ce bébé? Est-ce que je vais être une bonne mère? Et j'avais envie limite de dire à toute cette équipe, mais venez à la maison. Venez avec nous. Ne nous laissez pas seuls. Et donc, moi, je suis angoissée de partir et le papa, il est à enfin! Délivrance. On rentre chez nous. Et t'avais décidé de l'allaiter? J'avais pas décidé. J'avais décidé de me laisser porter et j'ai testé et j'ai essayé. C'était compliqué parce qu'il trouvait pas, moi, mais j'ai eu des tétons assez petits. Il arrivait pas à accrocher. Ok. Et donc moi j'ai mis des bouts de sein et ça a fonctionné. Et donc j'ai commencé mon allaitement comme ça. Alors c'est pas quelque chose que j'appréciais, mais ça me dégoûtait pas, contrairement à ce que je projetais. Ok. Mais j'ai vraiment apprécié mon allaitement après en fait. Une fois qu'on était à la maison, en fait ce que j'aimais c'est ce lien, cette complicité qu'on pouvait avoir les yeux dans les yeux, ce petit bébé contre moi. Et voilà, c'était ça, ce moment de tendresse qui n'appartenait qu'à nous. C'est vraiment ce que j'ai apprécié dans l'allaitement. Et du coup, alors, ce retour à la maison, est-ce que ces angoisses sont aussi présentes? Est-ce que là, tu commences à prendre tes marques? Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment progressif. Je commence à prendre mes marques, mais les angoisses sont avec moi. J'ai un papa hyper investi, hyper à l'aise, et moi, je suis hésitante dans tout, en fait. Pour le changer, pour lui donner à manger, enfin, pour l'allaiter, pour l'habiller, pas confiance. Non, j'ai confiance en aucun de mes gestes. Et le papa prend énormément de place. Comme il voit que je suis inquiète et que je suis hésitante, lui il fait pour m'aider, mais en fait ça te rend pas service. Ça me rend pas service parce que je ne peux pas prendre ma place et je ne peux pas t'arrives pas à expérimenter par toi-même en fait. J'arrive pas à prendre confiance puisque on me laisse pas faire. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû taper du poing sur la table et de lui dire, je sais que je suis hésitante, je sais que je te rassure pas, mais j'ai envie de faire comme j'ai envie, en fait. J'ai envie d'apprendre à être mère j'ai envie de faire des erreurs et j'ai le droit. Donc, laisse-moi faire. Et il a écouté. Il m'a laissé faire. Et j'ai commencé à expérimenter et à aimer ça, en fait. Donc, c'était très progressif. J'ai appris à aimer changer une couche, à regarder mon bébé, et c'était un bébé vraiment de rêve. Il était hyper calme. J'ai pas de souvenir de cet enfant-là qui pleurait en fait. Il faisait des petits bruits quand il avait faim, il faisait des petits bruits quand il avait sommeil. Même quand on le changeait, le bain, il était hyper content d'être dans le bain. J'ai pas de souvenir de bébé qui pleurait parce qu'il y avait un chaud froid, enfin qu'on le déshabillait et tout. C'était un bébé de rêve. Et ça a été un petit garçon de rêve aussi, hyper calme, hyper dans l'échange. Donc voilà, le postpartum était pas du tout compliqué en fait. Donc finalement, ce postpartum de rêve, c'est pour ça que ça t'a donné aussi envie de faire un deuxième. Je pense que oui, effectivement, le fait que mon premier bébé soit hyper calme et que le postpartum se soit bien passé, oui, effectivement, ça m'a donné envie alors pas si rapidement que ça, comme il y a 4 ans entre les deux bébés, mais je savais que j'allais faire un deuxième. Mais j'étais pas encore prête parce que la césarienne, ça a été compliqué après. De reprendre les sensations très longtemps, j'avais l'impression d'avoir un bas de ventre fantôme. Comme après une anesthésie. Insensible. Des fois, j'étais obligée d'appuyer pour me dire, ah oui, mon ventre est bien là, en fait, mon pubis, et tout ça, c'est encore là, en fait. Ça a été insensible pendant très très longtemps. Et j'arrivais pas à reprendre les mêmes sensations, même au niveau des pieds, du marché, enfin, ma façon de marcher, ma façon de me tenir, enfin, tout avait changé. J'avais l'impression de ne plus être la même personne. Donc, me retrouver aussi, ça a été long. D'accord. Du coup, alors, qu'est-ce qui te motive à ce moment-là? Alors, je décide à un moment, justement, parce que comme je ne me retrouve plus, je décide de faire un stage de développement personnel. Et à la fin de ça, je me sens tellement bien que je me dis, c'est bon. C'est le moment. Je suis prête. C'est le moment. Et un mois après, j'étais enceinte. C'est fou. Voilà. Donc, ok, ça va très vite. Voilà. Toi, on voit que tu décides, tu l'es. Voilà, c'est ça. Alors, fais attention quand tu décides des choses. Ok, et donc alors, nouvelle grossesse? Alors, j'ai été enceinte rapidement, mais la nouvelle grossesse commence de manière bizarre. Donc, j'apprends que je suis enceinte
Et j'apprends aussi qu'il y a confinement. J'apprends qu'il y a Covid, donc toutes les angoisses qui vont avec. Donc, mais quand même, je suis contente je me dis, mon congé maternité sera entre guillemets plus long. Donc, je suis confinée avec mon premier et mon compagnon et enceinte. Ça commence comme ça, mais une grossesse qui commence de manière aussi compliquée parce que je sais que 1 an avant, j'ai fait une conisation. Alors, qu'est-ce qu'une conisation? Alors, la conisation, c'est le fait de couper le col de l'utérus parce qu'on avait découvert que j'avais des cellules précancéreuses à ce col de l'utérus et donc il faut les enlever et donc couper une partie du col de l'utérus. D'accord. Et dès ce moment-là, on m'avait dit que si je tombais enceinte, que ça allait être peut-être plus compliqué, qu'il fallait en tout cas faire des choses, mettre en place quelque chose pour maintenir cette grossesse. À ce moment-là, je sais pas de quoi il parle et je garde ça en tête. Et donc, quand je suis enceinte, je me dis, il va falloir faire quelque chose. Donc, je vais voir ma gynéco. D'ailleurs, c'est elle qui a fait cette conisation. Donc, gynéco, obstétricienne, chirurgienne, etc. Et là, elle me dit, il faut faire l'échographie et tout ça. Et à la première écho, c'est marqué risque de fausse couche. J'en ai pleuré, en fait. Et le voir écrit. Ouais, écrit, c'était violent. C'était violent. Bien sûr. Et du coup, moi, je suis motivée pour me dire, mais quand j'amène cette échographie, j'ai envie qu'elle me dise, mais on va faire ci, on va faire ça. Enfin, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour maintenir cette grossesse. Et elle me dit, on va faire un cerclage. Qu'est-ce qu'un cerclage? Alors, le cerclage, c'est, on place un fil. En fait, on referme le col de l'utérus avec un fil. C'est fait alors je sais plus à quel moment, et je sais qu'on l'enlève au 7e mois. On va faire quelque chose pour maintenir la grossesse, et je sais déjà qu'on va devoir l'enlever. Donc, je me dis potentiellement, on va jouer dans le col 2 fois. Donc, ça m'angoisse un peu. Et en plus, on me dit, quand j'ai un cerclage, donc je regarde, je me renseigne quand même, et on me dit que c'est un peu compliqué parce que ça peut péter. Et j'ai peur, en fait. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir mener à terme cette grossesse? Bizarrement, j'ai tellement peur, entre guillemets, je décide de mettre ça de côté et de vivre cette grossesse. Ça a été ma meilleure grossesse, entre guillemets, en fait. Parce que j'ai continué le sport, j'ai continué la danse, j'ai continué plein de choses que j'avais arrêtées pour ma première grossesse. Et je décide de la vivre, en fait. Je me dis, oui, j'ai un cerclage, oui, ça peut être compliqué, mais plus je vais rester dans ça et être angoissée, plus ça va être, je vais passer un mauvais moment, surtout que la première grossesse était nulle. Enfin, j'ai pas aimé le moment et je me dis, c'est potentiellement la dernière, donc vis-la à fond. Du coup, j'ai apprécié beaucoup plus cette grossesse. Ok. Donc les angoisses sont un peu mises de côté. Mises de côté. Je les occulte vivre, totalement. Et donc, je fais mes affaires et ma grossesse se passe bien mieux. On enlève ce cerclage à 7 mois. Je tiens encore 1 mois et donc j'accouche à 8 mois. Okay. Mais il y avait déjà la césarienne de prévue le 12 octobre et mon bébé a dit non, je vais arriver le 11. Et donc encore j'ai eu des contractions et encore une fissure. Donc j'arrive à la polyclinique et l'équipe n'est pas prête, en fait, elle est prête à me recevoir demain. Le lendemain. Oui. Donc on me dit est-ce que je peux tenir, parce qu'ils appellent ma gynéco, ils appellent l'anesthésiste. Est-ce que je tiens, en fait? Est-ce que je peux tenir? Parce que l'anesthésiste n'est pas tout près. Il est 7h du matin. Est-ce que je peux tenir jusqu'à 9h? J'ai juste une question. À ce moment-là, pourquoi tu peux pas accoucher par voie basse? Alors, oui, parce qu'on m'a fait une radio du bassin pour savoir pourquoi j'ai eu une césarienne la première fois. Pourquoi mon col de l'utérus c'est pas ouvert. Et on se rend compte que j'ai un bassin étroit. Ok. Donc, un bassin, normalement, qui doit faire, je me rappelle pas exactement, mais je crois que c'est 23 cm, un bassin normal. Et le mien fait 21. Ma gynéco me dit, littéralement, j'ai un bassin de naine. Ok. Bon, voilà. D'accord. Donc, je ne peux pas accoucher par voie basse. Ok. Et donc c'est césarienne. C'est césarienne. Ok. Et du coup, on fait cette deuxième césarienne et j'ai un bébé qui hurle à la mort. Pas du tout le même profil que le premier. Voilà. Et même quand on le pose sur moi, il a les yeux fermés, il hurle, il en a rien à faire de moi, et il hurle. Donc on part avec, on me dit, ah, mais il a de la voix, ce petit. Et même quand on le donne à son père, je l'entends hurler au loin. Et au bout d'un moment, ils en ont tellement marre qu'il hurle, on me dit, on va le mettre au sein. Je suis encore dans la salle de réveil.
Donc il a pris une petite tétée, ça l'a calmé et après il est retourné avec son père. Je trouvais ça chouette parce qu'en plus on était en période de Covid et on savait pas au départ s'il aurait pu venir papa, et il a pu venir, il a pu passer tout ce temps-là avec on nous a accordé ça et j'ai trouvé ça super. Par contre, une fois que je suis retournée en chambre, il a dû partir. La rencontre avec le grand? Alors la rencontre avec le grand s'est fait 3 jours après et ça s'est super bien passé. J'arrive à la maison et il est impatient de rencontrer enfin ce petit bébé. Donc je le mets assis sur moi et je mets le bébé sur lui et lui il est émerveillé et se dit waouh, c'est mon petit frère, il est trop beau, mais maman tu sais, je vais t'aider, je vais m'en occuper, je vais lui donner le biberon et tout. C'est mignon. Il était ravi. Et moi ça me met aux larmes, je suis trop contente. Ce moment il est gravé dans ma tête. Et par contre les jours qui viennent sont plus compliqués parce que il faut accorder du temps aux deux. Quand j'ai fini d'allaiter, j'ai fini de m'occuper de bébé, qu'un bébé dort, ben le grand il me dit mais maman on va jouer. Et moi j'ai plus l'énergie en fait. Mais j'ai eu un petit garçon hyper tolérant en fait. Je lui disais mais chérie, maman est fatiguée, si tu veux je viens dans ta chambre, je me couche sur ton lit et tu peux jouer à côté de maman. Et rien que ça, ben il était ravi en fait. Il voulait juste que voilà. Et il faisait pas de bruit, il était à côté de moi. Il a été vraiment hyper tolérant. Très compréhensif. Oui. Et donc du coup, alors ce postpartum, est-ce que tu peux en parler par rapport au premier? Alors, il a été un peu plus compliqué. Alors, j'ai choisi d'allaiter exclusivement. Je ne sais pas pourquoi. Mais au final, ça s'est bien passé parce que des fois, je sortais du travail, j'allais tirer mon lait, j'apportais pour l'assistante maternelle qui a été hyper bienveillante. J'étais hyper contente en fait parce qu'elle m'a jamais stressée sur ça. J'arrivais le matin, elle avait pas de lait, je lui apportais à 10h ou à midi, elle était en accord avec tous mes choix en fait. Donc ça c'était génial. Et le bébé, il pleurait beaucoup parce qu'il avait un syndrome, le reflux... le RGO, reflux gastro-œsophagien. C'est ça, donc dès qu'il est allongé, en fait, une fois qu'il a bu, il a le lait qui remonte, ça le brûle, en fait. Et donc, il pleurait beaucoup après les tétés, et les autres assistantes maternelles, puisqu'il était dans une maison d'assistante maternelle, ne comprenaient pas pourquoi ce bébé, pourquoi il pleure, en fait. Elles m'ont un peu transmis leurs angoisses, alors que c'était juste un moment passé. Une fois qu'il a eu 6 mois et qu'il pouvait se tenir assis, c'était fini en fait, c'est passé. Et ça, c'était compliqué en fait de savoir, de me poser la question, mais pourquoi il pleure ce bébé en fait? Le fait de voir que les gens en fait se posaient la question, ça m'angoissait. Ça t'angoissait toi aussi. Mais oui. Et puis c'était épuisant aussi. Oui. Alors c'est vraiment angoissant, mais après le reste, j'ai repris le travail au bout de 2 mois et demi. Alors comment ça s'est passé la super reprise bien. Du travail? Je pensais que j'allais. Juste au moment où je l'ai déposé pour la première fois, j'ai pleuré, mais je savais que j'avais besoin de retourner au travail pour redevenir moi entre guillemets. Et j'étais contente en fait de reprendre le travail. Donc retrouver ma classe, mes élèves, reprendre une vie normale en fait, parce que ce moment où on est à la maison et on dit que maman, moi je l'aime pas parce que moi je sais que je suis pas que maman en fait, et j'aime bien être pluriel. Donc j'avais envie de redevenir pluriel. Et du coup alors comment ça se passait justement avec la gestion des 2 enfants, la vie professionnelle? Est-ce que tu arrivais à... Alors c'était vraiment compliqué au début de tout gérer. De préparer les sacs, de penser à tout, de tout gérer, c'était vraiment compliqué, surtout que là, mon compagnon était beaucoup moins investi. Il s'est dit, bon, la première fois, elle savait pas faire, maintenant elle sait faire, et il s'est vraiment déchargé sur moi. Et c'était compliqué de tout gérer, et c'était aussi compliqué de me rendre compte qu'on n'était plus... en accord en fait, en phase, même si on l'a jamais vraiment été, puisque quand lui il était euphorique, moi je l'étais pas, il y avait toujours un petit décalage, mais au moins on était tous les deux investis dans cette aventure, et là non. Donc c'était compliqué de réaliser ça, et donc tu portais tout finalement, tu gérais tout. En fait tout le quotidien, tout ce qui était théâtre aux enfants, et si bien que il a eu du mal
à connecter avec le bébé numéro 2, alors que pour le premier, ils étaient fusionnels dès le départ. Et là, il me disait, mais ton bébé... Oui, ton bébé, il ne m'aime pas, parce que dès que je lui posais le bébé dessus, il pleurait. Quand moi, j'étais pas là, le bébé pleurait. Il hurlait. Je me rappelle un jour, j'étais faire des courses, et il m'a téléphoné, et j'entendais le bébé hurler, mort. Et j'entendais, lui, son angoisse au téléphone, en train de me dire, mais tu reviens quand, en fait? Et là, c'était inversé, exactement, en fait. Hein. Il n'avait pas du tout connu ça pour le premier. Pour le premier. Jamais. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens quand tu découvres que finalement, c'est pas complètement en accord avec ce que tu avais projeté, quoi, pour cette vie à 4? À ce moment-là, je me rends bien compte qu'il y a un décalage, et je sais déjà que ça va pas durer. Et donc je me préparais déjà à me dire, mais est-ce que je vais devoir m'organiser seule, en fait? Est-ce que je me vois gérer ça seule? Et en fait non. J'ai trop peur, trop peur de devoir gérer tout ça seule. Donc je me dis, on va trouver des solutions, on va se reconnecter, on va essayer de se rapprocher. Et là, on a à gérer une nouvelle chose, parce qu'on apprend que mon premier est diabétique. Et ça a été un tsunami dans ma vie, en fait. Et surtout que ma mère était déjà diabétique. C'est le diabète de type 1, donc ça n'a rien à voir avec son alimentation, c'est une maladie auto-immune. Et je me dis, mais je pensais en avoir terminé avec cette maladie, et en fait non, en fait je vais devoir encore la gérer. Et pire, parce que là c'est mon fils, donc c'est moi qui vais devoir la gérer. Surtout que je m'en suis rendu compte, il faisait énormément pipi, alors qu'il avait jamais fait pipi au lit. Il avait commencé à faire pipi au lit, et il buvait énormément, et c'était une soif, c'était jamais assouvi, en fait. Il avait encore soif, il buvait des litres et des litres, et il maigrissait à vue d'œil, alors qu'il mangeait beaucoup. Donc ça, ce sont les trois symptômes, justement, les signes à repérer. Ouais. Et j'en ai parlé à mon pédiatre, et il m'a dit, non, vous inquiétez pas, il fait un point normal, oui, il fait pipi au lit, mais c'est pas grave. Et moi, en fait... Il a minimisé un peu. Exactement. Les angoisses de mère, en fait, c'est juste c'est une mère un peu inquiète. Il savait, c'était mon pédiatre, que j'étais déjà très angoissée pour le premier. C'était pour cet enfant-là que j'ai demandé 5 fois, est-ce qu'il va bien? Donc, il savait que j'étais une maman un peu inquiète. Mais toi, au fond de toi, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et surtout, ma mère m'avait alertée. Elle m'avait dit, fais-lui un test de glucose. Fais-lui je le fais, et je lui ai dit non, mais moi c'est bon. Après peut-être que c'était aussi inconsciemment, c'était trop dur aussi Ah oui, mais c'était trop dur c'était trop dur. Et en fait, quand donc j'ai appelé une amie qui est pédiatre, et je lui ai donné les symptômes, et elle m'a dit non, mais fais-lui le test, et s'il est à plus de 5, va aux urgences. Et lui, il était HI, c'est-à-dire qu'il était même plus au-delà de 5. Et donc là, je veux pas m'effondrer devant lui, je veux pas m'effondrer devant ma mère, mais dans ma tête, c'est l'explosion, quoi. C'est juste horrible. Et limite, je me dis, j'ai perdu mon fils, enfin. Sa vie est finie. Moi, c'est ce que j'entends dans ma tête. Mais je me dis, je vais pas m'effondrer, ce petit garçon, il comprend pas ce qu'il a, et je me rappellerai toujours quand je lui demande, comment tu te sens? Il me dit, moi je me sens comme un robot. Et je me dis, mais je peux pas le laisser comme ça, en fait, ce petit garçon. Il faut qu'on lui trouve une solution pour qu'il aille mieux. Donc je l'amène aux urgences, et même si je sais au fond de moi ce qu'il a, d'entendre les infirmières dire oui, c'est une suspicion de diabète, oui, c'est même pas, elles ne disent pas suspicion, elles disent c'est une découverte de diabète. Alors que j'ai vu aucun professionnel pour l'instant, j'ai pas vu médecin, il y a pas d'annonce, j'entends les infirmières qui se parlent entre elles et pour dire découverte de diabète, quoi. C'était hyper violent. C'est dur. Et je suis seule avec mon fils, il me regarde, c'est un enfant hyper fin, il est hyper observateur. Et il me regarde, mais il parle pas, mais il me regarde, elle devait dire, maman, je sais qu'il se passe quelque chose de grave. Et moi, je fuis son regard, donc j'essaye, il a quel âge à ce moment-là? Il a 4 ans.
Donc j'essaie de le rassurer par mes gestes, mais j'arrive pas à poser des mots et j'arrive pas à le regarder. Et au bout d'un moment, quand il commence à le brancher de partout, et là je me dis non, tu peux pas laisser le gamin comme ça. Donc là je commence à lui parler et à lui dire bon chérie, t'as peut-être une maladie, on va devoir te soigner, mais c'est une maladie compliquée parce que tu vas suivre un traitement, mais ça va pas te soigner. Il me dit mais comment ça maman, je vais prendre un médicament, je vais aller mieux, je serai guérie. Et là, je lui dis non, chérie, ça va être long. Ça va être peut-être pas dit toute ta vie parce que je suis dans ma tête, je me dis non, en fait, on va trouver, la médecine va faire des progrès et on va faire en sorte que mon fils aille mieux et qu'il soit diabétique toute sa vie. Donc, je refuse de lui dire toute ta vie, mais je lui dis c'est long. Ça va être long. Et donc là, je sais plus si c'est le médecin qui vient et qui me dit comment vous vous sentez, est-ce que ça va et tout. Et elle commence à me parler de diabète, mais progressivement, et elle me dit, mais elle sent que je suis pas là, en fait. Elle me parle, mais mon cerveau, il fait des bulles. Tu es déconnectée. Je suis déconnectée, en fait. Et je lui dis, mais est-ce que je peux aller appeler mon compagnon? Parce que là, à ce moment-là, je lui ai pas encore dit. Donc là, je l'appelle et je lui dis, il y a quelque chose de grave. Pour Juliano, il faut que tu viennes. Il me dit, non, mais dis-moi, en fait. C'est quoi ton histoire de quelque chose de grave? Dis-moi. Je lui dis, il est diabétique. Et donc là, j'entends qu'il pleure. Et après, il me dit, bon, j'arrive. Donc, il vient, et dès qu'il arrive, il me dit, non, mais arrête, en fait, parce que lui, il aime pas me voir m'effondrer. Pour lui, c'est insoutenable. Il me dit, arrête. On va trouver des solutions, c'est bon, on va se battre, on va. Il refuse que j'abandonne et que je m'effondre, en fait. Mais moi, j'ai trop besoin de lâcher ça. Donc oui, et puis à ce moment-là, les émotions, t'as des émotions qui te traversent après. Je laisse avec mon fils et moi je vais m'effondrer dans un coin. Et il y a quelqu'un qui, alors je sais pas c'est qui, je n'arrive pas à me souvenir c'est qui, mais je me rappelle d'une voix de quelqu'un qui vient me voir et qui me dit madame, je sais que pour l'instant c'est un tsunami, c'est violent, c'est bouleversant, mais ça va aller en fait. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il te fallait à ce moment-là? J'avais besoin de quelqu'un qui me dise calmement, qui entende que effectivement c'est dur là, mais ça va aller, tu vois, qui me donne de l'espoir. Et mon compagnon n'a pas été cette personne-là, il m'a juste dit il voulait qu'on mette de côté mes émotions et qu'on parce que c'était trop dur pour lui de traiter ça, il peut pas, oui, je suppose. Tout le suivi se met en place, on reste 15 jours à l'hôpital, on fait l'éducation thérapeutique, on apprend on choisit la pompe qu'il va avoir, on doit choisir l'infirmier qui va passer nous donner les consommables à la maison, on apprend qu'il va y avoir des hospitalisations annuelles, il va y avoir un suivi mensuel, et enfin on apprend tous les gestes de ces nouvelles vies. Et à ce moment-là aussi, mon deuxième fait une bronchiolite, et là je me dis j'ai 2 enfants, mes 2 enfants sont dans le même hôpital, à 2 services différents, mais quelle horreur quoi. Et là, comment tu arrives à tenir et à gérer tout ça à ce moment-là? Je gère rien du tout. Je descends aux urgences voir mon deuxième. Et je sais pas, je suis hors de moi. Enfin, mon corps est là, mais mon cerveau... Dissociation, non, totalement. Tu fonctionnes en pilote automatique. Exactement. Là, tu es en mode survie. C'est ça. Le mode survie activé. Exactement. Et le retour à la maison aussi a été... compliqué, mais en même temps j'étais soulagée de ramener les deux vivants à la maison. Et c'est une nouvelle vie. J'ai eu du mal à accepter en fait, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette maladie, beaucoup de mal à accepter. À ce moment-là, je me décharge vraiment beaucoup sur mon compagnon, sur le diabète de mon premier. C'est lui qui pique, c'est lui qui prend les taux d'insuline, c'est lui je suis pas dans le déni, mais je suis dans la colère, dans pourquoi moi, pourquoi lui. Et puis tous ces gestes-là, tu les avais vus depuis l'enfance. Oui, depuis l'enfance, ma mère est tombée malade à ma naissance. Et donc moi, depuis ma naissance, je vois ma mère se piquer, prendre sa glycémie, j'entends des mots qui reviennent, l'odeur de l'insuline. Ça a marqué mon enfance et je replonge dans tout ça aussi. Et c'était dur. Surtout qu'à ce moment-là, ma mère, elle était gravement malade encore, elle était à l'hôpital, enfin c'était trop. Ah ouais, c'était trop. Ça faisait beaucoup pour la même personne. C'était trop, beaucoup trop. Trop.
Et à ce moment-là, justement, est-ce que face à ça, vous arrivez à faire équipe? Pas du tout. Ou vous êtes encore... On est totalement dissociés. Mm-hmm. Lui, il veut se battre et vivre, en fait, et aller de l'avant, et moi, je sombre. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il perçoit que tu sombres, toi? Il veut pas. Je pense qu'il fait exprès de ne pas le voir, parce que c'est trop dur, en fait. Il a besoin que je fasse front avec lui, et moi, je peux pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, la faille se crée, en fait. Progressivement, le gouffre se crée, on s'éloigne de plus en plus, on se prend la tête, on se dispute, voilà, quoi. Et donc, au bout d'un moment, il y a rupture. Et au bout d'un moment, je lui demande de partir de la maison. Et il part, mais il me laisse dans ça, en fait. Je dois m'occuper des 2 enfants seule. Il donne pas de nouvelles aux enfants, il ne me donne pas de nouvelles. Et il me laisse tout gérer. 3 mois avant, je perds ma mère. Donc je dois gérer mon deuil, et je dois gérer une séparation, et je dois gérer un quotidien avec 2 enfants, en fait. Et je dois leur expliquer tout. J'ai dû leur expliquer que ma mère est morte, j'ai dû leur expliquer que leur papa est parti, et voilà, quoi. Mais toi, à ce moment-là, c'est assez lunaire, en fait. À ce moment-là, comment t'arrives à tenir? Qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce qui fait que tu sombres pas? Tu as dit que tu sombrais, mais alors, comment tu fais? En fait, ce qui me tient, c'est que ma mère a été malade pendant longtemps. Donc, elle était diabétique, mais elle a eu au moins 5 cancers, cancer du sein, thyroïde, enfin, elle s'est battue. Ma mère s'est battue toute sa vie, et je me dis, j'ai ce modèle-là en face, je ne peux pas, en fait. Je peux pas sombrer, je peux pas abandonner, je ne peux pas. Tandis que par respect pour sa mémoire, je ne peux pas, en fait. Moi, je sais pas. Tu ne t'autorises pas. Je ne m'autorise pas, en fait. Pour moi, c'est impensable et surtout que, avant d'avoir des enfants, je me disais, mais waouh, quoi, je vais avoir des enfants et je vais les mettre dans ce monde-là. Je trouve le monde dans lequel on vit tellement chaotique. Et donc, moi, j'ai toujours voulu présenter le monde sur la meilleure facette à mes enfants. Et je me dis, là, maintenant, ils n'ont que moi. Et je peux pas sombrer, en fait. Je ne peux pas. Donc, je fais à manger, je m'occupe d'eux. Et je vais 5 minutes dans ma chambre pleurer. Je reviens dans le salon, je sèche mes larmes et je dois sourire. J'avais l'impression d'être schizophrène, en fait. Bipolaire. Je souris, je fais des blagues avec eux. Et quand j'en peux plus, quand les larmes montent, je leur dis, maman va à la douche. Et je pleure sur la douche, et je sors de la douche, je reviens, je ris, enfin... Terrible. Et voilà. Et je dois gérer ça, en fait. Gérer mes émotions, gérer le sans quotidien le soutien de personne, en fait. Alors, mon père et ma sœur m'ont beaucoup aidé. Mais j'étais littéralement seule le soir, dans mon lit. Et j'avais personne à qui raconter mes angoisses, personne. Alors quand je dis personne, mes amis sont là, j'ai ma cousine qui est très présente et tout, mais clairement le soir, en fait, c'est ça, en fait, c'est le soir. Le soir, je suis seule. Quand je ferme la porte à clé, je suis seule. Mes enfants dorment, j'ai personne à qui discuter, avec qui et je me rends compte qu'en fait, ça fait longtemps. Parce que même quand mon compagnon était encore là la dernière année, ça fait longtemps que tu es seule. Exactement, il était là, mais il y avait plus rien et j'étais seule. Donc ça fait longtemps que je suis en pilote automatique pour le quotidien, et dès que j'ai plus rien à faire, en fait, je m'effondre. Tout, je pleure. Tu face à toi-même et Exactement. tu face à tout ce qui ta réalité. Et... Voilà, je pleure tous les soirs. Pendant pratiquement 6 mois. Tous les soirs, tous les matins, et j'ai des idées noires qui me viennent. Je me dis, mais j'avais envie de rentrer dans le cercueil avec elle, j'avais plus envie de vivre, je ne m'imagine pas avoir un avenir, je ne m'imagine pas refaire ma vie, je ne m'imagine pas,
je m'imagine rien, en fait. Je suis l'ombre de moi-même. Et tu tiens, quand dans ces moments-là, tu tiens grâce à tes enfants? Oui. Oui. Et chaque petit sourire, chaque regard qu'ils vont me tendre, chaque caresse, chaque petit geste. Maman, est-ce que je peux t'aider? Chaque petit moment de qualité avec mes enfants, qui était très rare puisque je dois tout gérer. Donc j'ai plus le temps de jouer avec eux, j'ai plus le temps de dessiner avec eux, j'ai plus le temps d'aller faire du vélo, d'aller faire de la trottinette. Les moments de qualité que je passe avec eux, je ne peux plus me les accorder parce que je suis crevée en fait. Peut-être dans tout ce quotidien, toute cette charge mentale, tout ce qu'il y a à gérer, tu et puis j'oublie plein de choses, j'oublie de mettre la serviette pour le goûter, j'oublie des fois les goûters, j'oublie les bouteilles d'eau, j'oublie de repasser l'uniforme, j'arrive tous les matins en retard au travail. Et alors mes collègues savent que j'ai perdu ma mère, mais ils savent pas que j'ai dit à personne que mon compagnon, que je m'étais séparée de mon compagnon. Et je dois faire bonne figure parce que mes élèves ils sont pas au courant en fait de ma situation. Alors oui, j'étais absente pendant 1 mois. Oui, mes collègues savent, mais les parents à qui m'ont confié leur enfant, ils sont pas au courant et je dois faire front. Enfin, je dois continuer à être maîtresse, je dois continuer à gérer ces enfants-là. Et même au travail, des fois, j'étais dans ma classe, je partais m'effondrer aux toilettes et je revenais dans la classe comme si de rien n'était. Je ne voulais pas lâcher en fait. Je me dis si je lâche mon quotidien, c'est fini. Ouais, c'est ça en fait, tu te raccrochais à ça et tu avais peur vraiment de littéralement sombrer si tu lâchais. Et à ce moment-là, est-ce que pendant cette période où tu es dans toute cette période très difficile, tout ce marasme, est-ce qu'à ce moment-là, tu trouves que la société est bienveillante envers toi? Est-ce que Pas du tout. Pas du tout. Je sens beaucoup de jugement parce que mon deuxième, il est pas comme mon premier. C'est un enfant qui est beaucoup plus agité, beaucoup plus remuant et lui, j'ai l'impression qu'il exprime. Alors mon premier dit que son papa le mimant, qu'il aurait aimé le voir, et le deuxième ne l'exprime pas verbalement, mais je pense qu'il l'exprime par cette agitation. Et moi, j'essayais de trouver des solutions pour l'apaiser, mais en même temps, je me dis, il a le droit d'exprimer son mécontentement. Et j'ai des remarques de mes parents, de mon père, j'ai des remarques de la maîtresse, j'ai des remarques de certains de mes amis, en fait, qui me disent, mais ton gamin, là, il est chiant, en fait. Il est mal élevé. Alors, ils le disent pas comme ça, mais tu as des regards, tu as des yeux au ciel, t'as des remarques déplacées, tu me mets là, voilà, enfin. Et en même temps, j'entendais sans entendre, en fait, parce que j'étais pas prête à ça à aussi, entendre. ça faisait encore autre chose ça me rajoutait un truc à gérer, même si je voyais que mon deuxième il était pas bien, que il écoutait pas, il se mettait en danger régulièrement. Dès que j'ouvrais le portail, il courait dans la rue, en fait. Et j'avais énormément de mal à lui mettre un cadre, des limites. Et je pouvais pas. Donc je me disais, bon, une fois que la porte est fermée, c'est bon, il est en sécurité. Mais dès que je l'entendais pas, j'étais angoissée parce que je retrouvais avec des ciseaux en main, enfin. Dès que je l'entendais pas, c'était sûr qu'il faisait une connerie. Donc en plus de tout ça, le quotidien n'était pas simple. C'était pas simple. Parce que tu devais toujours être un peu en hypervigilance. Exactement. Je me suis je me suis refermée beaucoup sur moi parce que j'avais honte de sortir avec lui. J'avais pas envie d'entendre des remarques des gens. Et je savais pas comment le gérer. Donc je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait du bien pour sortir un peu de cette période-là? Mais en fait, au bout d'un moment, je suis tellement pas bien que je demande à mon amie de me donner un numéro de psy. En fait, à la base, le psy, c'était pour mon fils. C'était une psy en parentalité. Et elle me reçoit pour ce premier rendez-vous et je raconte mon quotidien, ce que je viens de vivre. Et elle me dit, mais non, je peux pas soigner votre fils si je vous soigne pas vous. Et quand vous irez bien, votre fils ira bien.
Et du coup, je m'effondre parce que je me dis... Tu venais pas pour ça. Non, en fait. Et après, je me dis, mais en fait, elle a raison. Et je décide de commencer ce suivi. Pour moi, on allait faire une fois par semaine, enfin une fois par mois. Et elle me dit, non, on va faire 2 fois par semaine, par mois en fait. Et à chaque séance, je m'effondre. Et après chaque séance, il me faut au moins 30 minutes pour redescendre. Et c'est dur. Aller chez la psy devient une torture, en fait. Parce que tu décides, là, maintenant, d'ouvrir ce livre et... J'ouvre chaque blessure, on revient sur la relation pour comprendre qu'est-ce qui a pas fonctionné, on revient même sur la relation avec ma mère, on revient sur la maladie de ma mère. En fait, voilà, tout ce que j'ai pas voulu gérer, tout ce que je n'arrivais pas, voilà, loin. On ouvre chaque tiroir et on ouvre chaque enveloppe et on lit chaque lettre. Donc c'est douloureux. C'est hyper douloureux et j'ai l'impression de ne pas m'en sortir, de me dire mais quand est-ce que ça va se finir, quand est-ce que je vais aller mieux? Et je mets en place plein de choses. Donc mes amis m'ont proposé de faire une séance avec une énergéticienne. Comme tout le monde voit que je vais pas bien, on essaie de m'aider, je mets en place des choses, je lâche pas la danse, je lâche pas, j'essaie de me prendre des moments à moi, j'essaie de mettre en place des choses pour aller mieux. Et je ne vais pas mieux. Et donc j'avance comme ça, les mois passent et surtout le père de mes enfants me fait la guerre en fait. Et il a décidé d'exercer sa colère, de déverser sa colère sur moi. Donc au-delà de la séparation, il y a une rancœur là qui est présente. Qui est présente. Il prend pas les enfants exprès pour me laisser tout gérer et pour limite que je regrette en fait son départ et voilà. N'accepte pas cette décision là. Non, il ne l'accepte pas et mes enfants souffrent de ne pas voir leur père. Mes enfants souffrent parce qu'ils voient bien que je suis plus la même quand même. Ils souffrent de me voir comme ça. On s'en sort pas en fait. On va pas bien tous les 3. Et à force de ne pas lâcher, les séances de psy ont commencé à payer et au bout d'un moment j'y allais avec envie et me dire j'attendais limite ce moment-là avec impatience parce que c'était le moment où j'allais décharger. Et les séances de psy ne devenaient plus des tortures, mais ça devenait vraiment des moments voilà, un sas de décompression. Et dès que je sortais de là, ça allait mieux. Je me disais, ah, c'est bon, ça c'est réglé. On passe au suivant. Next. Après, j'ai fait aussi de l'hypnose. Et il y a eu un avant et un après. Ça a été radical. J'avais des idées noires. J'avais envie de me suicider, littéralement. Et après ça, c'était terminé. Alors, je peux pas l'expliquer. Mais je sais que j'avais une douleur intense dans la nuque et c'était terminé. Tout le poids exactement. Là. Commençait à aller mieux et tout s'est débloqué. Le père de mes enfants a commencé à les prendre. Mon fils a commencé à parler mieux parce que mon deuxième, comme il a gardé la sucette longtemps, il parlait pas très très bien. Et là, du jour au lendemain, il a commencé à s'exprimer beaucoup mieux, à parler en fait. Et même, on se faisait des câlins, on communiquait comme ça, on jouait beaucoup ensemble et tout. Mais j'arrivais pas à discuter. Et du jour au lendemain, j'ai pu lui parler. Il me répondait, j'ai pu lui poser des questions et j'ai pu voir qu'il allait bien en fait. Oui, il était agité, mais c'était lui. Et il commençait j'arrivais mieux à cadrer, à poser des limites, et on allait mieux en fait. Et quand toi, ça allait mieux pour toi finalement. Oui, exactement. Et le quotidien commençait à être moins lourd. C'est toujours compliqué, hein, c'est toujours lourd, mais je commence à apprécier le fait d'être maman solo, de me dire il y a plus de tension à gérer au quotidien dans la maison en fait, avec le père. Et limite de me dire je suis bien chez moi en fait, je suis bien avec mes enfants et je suis bien dans ma tête et je suis bien et tu y arrives finalement parce que tes doutes quand la relation a commencé à se détériorer, c'est est-ce que je vais arriver à m'occuper de mes 2 enfants seule, mais finalement tu t'es rendu compte que ça faisait un moment aussi que tu étais seule finalement. Exactement, c'est ça, exactement. Mais là maintenant je commence à ressentir de la fierté de pouvoir tout gérer.
Mais ça doit quand même pas être un quotidien facile, qui doit pas laisser la place aux imprévus. Tout doit être millimétré. Alors millimétré, je veux dire, pas millimétré, mais en tout cas anticipé. Par exemple, si tu dois sortir, il faut bien trouver une solution pour la garde des enfants. Ça doit être un minimum organisé. Alors oui, j'ai une organisation en place. Oui, je dois anticiper beaucoup de choses, mais non, rien n'est millimétré parce que déjà ça fait pas partie de moi, c'est pas ma conception de la vie. Moi, je suis une personne hyper spontanée et j'aime laisser place au quotidien. Je suis vraiment dans le quotidien, en fait. Donc, oui, je vais repasser les vêtements de mes enfants en amont pour avoir ça, pour avoir les uniformes de prêt pour la semaine. Mais mon quotidien n'est pas millimétré. Clairement, non. Et je pense pas qu'il le sera un jour parce que c'est pas moi, en fait. Et oui, j'ai déjà reçu des remarques de mon père qui me dit oui, mais il faut t'organiser, faut trouver une meilleure organisation. Même j'ai des copines qui me disent si t'es fatiguée, c'est que t'es pas bien organisée et tout. Mais ça glisse en fait maintenant. Parce que je sais que personne ne sait ce que moi j'ai vécu. Personne n'est à ta place. Voilà. Et je me rends compte que voilà, c'était difficile, c'était compliqué, mais quand même j'ai pu m'en sortir. Tu as réussi à traverser cette période difficile. Voilà, et seule. Parce que c'était vraiment difficile d'être seule. Et pourtant, juste avant la séparation, j'avais envie d'être seule. Parce qu'il y avait pas beaucoup, enfin pas juste avant, mais avant vraiment que la relation se détériore, je me rendais compte que j'avais envie de cette solitude parce que j'avais plus envie d'être avec lui. Je ressentais le besoin d'avoir ces moments de solitude, j'ai été servie en solitude. Et j'ai vraiment su que j'allais mieux au moment où je me suis dit mais j'ai envie de refaire ma vie. Donc j'ai réalisé en fait, donc j'ai encore une vie. Donc il y a des choses qui sont possibles. Voilà. Il y a un bonheur possible. C'est ça. Et donc finalement, comment tu te sens là actuellement? Alors je me sens bien, je me sens vivante parce que j'ai eu du mal à me sentir vivante pendant longtemps. Je me sens encore fatiguée parce que le quotidien avec 2 enfants qui dorment pas forcément, il y en a un qui me rejoint toutes les nuits dans mon lit, qui bouge dans tous les sens, donc mes nuits sont compliquées. Même quand ils sont avec leur père, la première nuit je ne dors pas. J'ai l'impression de les entendre, je vais dans leur chambre, je regarde des vidéos d'eux, Ça, c'est le paradoxe de la maternité. On a besoin de temps et en même temps, quand ils sont pas là, ils nous manquent. Exactement. C'est vraiment paradoxal. Et donc, quand il les prend que le week-end, en fait, je perds la première nuit parce que la première nuit est chaotique. Je ne dors pas. C'est chaotique. C'est compliqué les week-ends où il les prend, mais quand c'est une semaine, je peux m'accorder plus de temps et redevenir juste moi. Et c'est chouette en fait d'être juste moi, Aurélie, sans être que maman en fait. Et est-ce que tu arrives maintenant à apprécier cette solitude, à apprécier les moments qu'avec toi seule? Alors, je vais pas dire oui parce que quand je suis seule chez moi, je suis contente, mais j'en fais pas un moment trop long. Je m'arrange pour aller voir mes amis, pour que mes amis viennent me voir chez moi, pour aller voir ma cousine et tout. Donc, oui, je suis contente d'être seule. Maintenant, j'arrive à apprécier, mais c'est pas ma partie préférée, quoi. Puisque la solitude le soir dans mon lit, c'est pas quelque chose que j'aime, en fait. Donc, ça fait du bien de ne plus entendre de bruit à la maison, de pouvoir nettoyer ma maison sans leur dire « Non, ne venez pas dans le salon » et tout. Ça fait du bien de faire des lessives comme je veux et pas attendre qu'ils soient pas là et tout. Mais là, t'es en train de nous parler que des tâches ménagères, des choses pour... Mais est-ce que tu arrives à t'accorder des moments qualitatifs pour toi, des moments de bien-être? Oui, je le fais, mais c'est rare. En fait, mes moments qualitatifs, pour moi, c'est quand je vais au sport, en fait. C'est bien. Ouais. Alors, je fais du crossfit. Et c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière. Et c'est vraiment quelque chose... Alors, c'est pas une drogue, parce que j'arrive à ne pas en faire de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui m'a littéralement
sauvée parce que c'était, j'ai pas dérogé pendant, pratiquement 8 mois. Tu t'y tenais. Et je faisais 3 séances par semaine. Je m'organisais, j'allais avec mes enfants à la salle, hein. Et des fois, comme mon père pouvait pas les garder ou comme ma soeur pouvait pas les garder, j'allais à la salle avec mes enfants. Tu t'y tenais, je m'y tenais, c'était presque vital en fait. Même ma mère est morte le jeudi, le vendredi j'étais à la salle. Et après chaque séance, je ressentais un petit mieux, alors pas mieux, mais en fait, j'avais l'impression de décharger mes émotions, donc c'était très léger, mais c'était suffisant pour te permettre de tenir. Exactement. Et c'était impensable de ne pas y aller, pas y aller. Donc même quand je pouvais pas y aller le soir, j'y allais le matin, je m'organisais. Et il y a des fois où je faisais mes 3-4 heures par jour en fait. J'allais à la salle de CrossFit, j'avais un coach personnel et j'allais à la danse en fait. J'enchaînais les 3 heures et pour moi c'était vital. T'étais en mouvement, tu te déchargeais et en même temps ça te permettait aussi de ne pas être chez toi à ruminer, à être face à toutes ces émotions. Et puis je débranchais mon cerveau en fait. Pendant 3-4 heures, je débranchais vraiment. Je pensais à rien. Et ça t'a permis de tenir. Oui. C'était pas évident en tout cas cette période. En tout cas, tu as réussi à traverser cette période pas simple du tout. Franchement, vraiment, je suis vraiment ébahie par ta puissance et ta force, vraiment. Je pense que toutes les personnes qui écouteront cet épisode seront d'accord avec moi. C'est incroyable la force qu'il t'a fallu et la puissance pour traverser tout ça seule, et heureuse de savoir que ça va mieux. Et il y a encore tellement de belles choses qui t'attendent, ça, j'en suis sûre. Merci. Merci en tout cas, merci à toi de t'être livrée à cœur ouvert comme ça. Je pense que il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. Je pense que ça pourrait aider d'autres personnes. Et avant de terminer l'épisode, est-ce que tu pourrais te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Non, tu vas pas y déroger. 3 mots, je dirais première chose, vivante, résiliente. Au jour d'aujourd'hui, je dirais bien. Ben merci beaucoup Aurélie, merci pour ce bel échange, plein d'émotions. Plein d'émotions et puis plein de sincérité aussi. J'imagine que c'est peut-être la première fois que tu te livres autant. Exact. Et merci, est-ce que ça t'a fait du bien de pouvoir en parler, de poser des mots? Oui, énormément, et merci à toi d'avoir attendu en fait, parce que je sais que ça fait un moment que tu veux que je le fasse et je n'étais pas prête, et oui, je suis contente de l'avoir fait. Merci à toi. Merci à Merci. toi. Merci. C'était l'épisode 33 de Big à Femme. Je ne remercierai jamais assez Aurélie d'avoir partagé en toute transparence son histoire. Femme tombée, pas jamais désespérée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et prenez soin de vous.